Tous les jours dès 16h, historiquement, Maud vous raconte l'histoire sans se la raconter elle. Elle nous raconte des histoires qui n'ont pas toujours bonne presse. C'est Clémentine Portier-Kaldenbach. Oui, aujourd'hui Clémentine, puisqu'on parle des fans de Rimbaud, vous nous parlez de celle qui ne semblait pas du tout fascinée par lui, c'est sa mère, Vitaly Cuif. Oui, c'est sa mère, mais c'est surtout son père. Est-ce que vous avez la moindre idée de qui était le père de Rimbaud, Frédéric Rimbaud? Que faisait-il dans la vie? Il n'était pas poète en tout cas. Il était marchand, il était négociant. C'était pourtant un homme plein de surprises. Il était militaire de carrière. Ah voilà. Oui. Ancien de la conquête d'Algérie, de la guerre de Crimée, de la campagne d'Italie. Et c'était à la fois un baroudeur et un fin lettré. Il a été, Frédéric Rimbaud, auteur, vous qui aimez les langues, Mathieu, auteur d'une traduction du Coran. Auteur d'une grammaire arabe, Frédéric Rimbaud. Absolument. Mais qui ne goûtait pas la poésie de son fils. Il est parti avant, si vous voulez. Quand Vitaly Cuif l'épouse, il est capitaine de garnison à Mézières. Mais donc c'est surtout un père absent. Il a conçu chacun de ses 5 enfants entre 2 permissions. Il ne passe que quelques semaines par an chez lui. Après la naissance en 1860 de sa fille. En général, quand on est en garnison, les épouses. Alors lui, il est plutôt parce qu'il est pas. En fait, il est pas en garnison. Oui. Guerre de Crimée, guerre d'Algérie. Vous emmenez pas Bobonne et les enfants derrière. Vous partez. C'est une autre époque, Stéphane. On se battait vraiment à l'époque. C'est autre chose que maintenant. Enfin, lui, de toute façon, Frédéric Rimbaud, à partir du moment où naît en 1860 son dernier enfant, sa fille cadette Isabelle, il abandonne définitivement sa famille. Et Vitaly Cuif se retrouve donc seul avec 4 bouches à nourrir. Arthur, à cette époque-là, a 6 ans. Donc, évidemment, comme on peut s'y attendre, dans son œuvre à venir, son père sera complètement absent. Et c'est seul Vitaly qui occupe la place, peut-être même trop de place, si l'on en juge par les biographies qui ont été consacrées à Vitaly. L'enfant chéri de sa maman, pour l'amour d'un fils, tout sauf ma mère. Vous voyez, c'est un des bouquins sur Vitaly Cuif. Donc, qui est cette Vitaly? Elle est née en 1825, morte en 1907. Elle a été, dès son plus jeune âge, marquée par le malheur. Elle était la fille d'un laboureur prospère du village de Roche, dans les Ardennes. Elle perd sa mère très jeune, elle perd son père trop tôt, et surtout, comme son mari la quitte, elle se trouve condamnée à l'impécuniosité, à la marginalité, parce qu'elle n'a plus de statut. Elle n'est pas veuve, son mari est en vie. Elle n'est pas divorcée. Elle n'a plus aucun statut. Elle reste mariée. Donc, elle est une sorte elle est une paumée avec un peu comme une fille mère avec 4 enfants. Mais elle vit de quoi alors? Alors, elle vit de quoi? Elle a quand même une toute petite rente qui lui vient de son père. Elle touchera un peu plus tard un peu d'argent qui sera débloqué après de sombres affaires familiales, et sa situation financière s'améliorera. Mais au début, c'est très difficile pour elle. Alors oui, elle n'est pas souriante, elle n'est pas causante, elle n'est pas avenante. C'est un genre Elle est aimante pour ses enfants? Plus ou moins, si vous voulez. On ne sait pas manifester l'amour dans ce genre de famille. C'est une mère courage isolée du monde par toutes les charges liées à ses enfants. Alors elle tente de garder la tête haute, de dissimuler sa pauvreté. Elle élève ses enfants à la dure, mais elle se saigne aux 4 veines pour qu'ils mangent à leur faim, pour qu'ils soient présentables. Il faut qu'ils soient exemplaires s'ils veulent avoir une chance de s'en sortir. Il faut qu'ils lisent la Bible, que cela leur plaise ou non. Donc elle surveille de près leur lecture. Vous savez, il y a une anecdote célèbre. Elle écrit au professeur de Rimbaud, d'Arthur, en lui disant que c'est honteux de lui faire lire Les Misérables, que c'est une lecture qui n'est pas du tout adaptée. Pour ses enfants, il faut qu'elle reste forte, qu'elle serre les dents, rester digne, rester droite. Et Rimbaud la décrit en disant: elle se tenait trop debout dans la prairie. Oui, elle est droite tout le temps, elle a une certaine rigidité. Aucun relâchement possible. C'est la phrase que je vous citais tout à l'heure. Elle est aussi inflexible que 75 administrations à casquette de plomb. La phrase est de Rimbaud. Et dans un texte intitulé Les poètes de 7 ans, Rimbaud se remémore et met en scène cette relation complexe entre sa mère et lui. La première strophe plante le décor, et la mère, fermant le livre du devoir, probablement la Bible, s'en allait satisfaite et très fière, sans voir dans les yeux bleus et sous le front plein d'éminence l'âme de son enfant livrée aux répugnances. Elle fonde tous ses espoirs sur Arthur. Vous voyez, à la fois, elle est tout à fait consciente du fait qu'il a une très vive intelligence hors du commun. Donc à la fois, elle fonde des espoirs sur lui, mais elle l'élève quand même à la dure. Et donc lui est rebelle à son autorité, on le sait. Il fugue à répétition, mais finalement, cette mère,
autoritaire, conservatrice, que la vie a endurcie, n'a-t-elle pas eu, par sa dureté même, sa part dans la vocation poétique de se révolter d'Arthur? Sans Vitalie, y aurait-il eu un Arthur Rimbaud? C'est en tout cas les termes dans lesquels... C'est sûr qu'il ne serait pas né, oui, sans elle. Ah il serait pas né, c'est sûr, mais sa part dans sa vocation poétique est certaine. Proche, il se déchire. Éloigné, il se manque. Mais l'amour ne se dit pas dans cette famille où l'on parle peu. Et Arthur finit toujours par lui revenir. Ça, cette phrase-là est d'Arthur aussi. Il revient toujours à sa mère comme un évadé qui a soif de son bagne. C'est Vitalie qui, en 1873, avance les fonds pour la première édition d'une saison en enfer. Quand Arthur se retrouve seul, malade, hospitalisé à Londres, il la réclame, elle l'y rejoint. Jamais elle ne cessera de correspondre avec lui. Jamais elle ne cessera de l'aider financièrement selon ses modestes moyens. Et quand il sera au fond du désespoir, quand viendra la fin, c'est elle, encore elle, toujours elle, l'ultime recours, la mère Rimbe, il l'appelait aussi Moser, aimante et rigide, qui sera là à ses côtés jusqu'au bout. Magnifique, c'est bouleversant. Merci Clément.